webinaire de présentation d'une nouvelle démarche d'évaluation pour vos établissements. Je vous remercie aussi pour vos engagements quotidiens et pour la qualité des prises en charge pour les résidents, les personnes que vous accompagnez au quotidien. Je sais que vous êtes tous très ancrés sur une offre de qualité garantissant la sécurité des bénéficiaires, mais aussi dans une démarche d'évaluation continue. Vous le savez, pour nous, garantir la qualité et sécurité des prises en charge est une priorité quotidienne et un enjeu majeur. Cette nouvelle démarche s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, engageante, qui vous permet, après la phase de diagnostic, de vous inscrire dans la constitution d'un plan d'amélioration de la qualité. Cela montre ainsi l'engagement aux deux tutelles, Conseil départemental et ARS, montre votre engagement auprès de vos bénéficiaires pour des prises en charge de très grande qualité. Je suis convaincu que vos établissements engagés dans cette démarche gagnent en attractivité et donnent du sens aux professionnels de santé qui travaillent dans vos établissements. Alors aujourd'hui, j'ai compris qu'on vous présentait la nouvelle méthode de cette évaluation. Donc on vous présente aussi les ressources en région qu'on peut mobiliser, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et les outils. Je vous souhaite donc un bon webinaire de présentation et je suis certain qu'elle sera riche et très intéressante. Merci. Damien. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, comme on a un peu de retard au démarrage, de fait, je vais faire très court. Merci d'être là. Je vois que le nombre de participants continue à augmenter. Nous n'aurons peut-être pas toutes les réponses avec tous ceux qui sont présents, là, y compris le CREAI. En tout cas, on va essayer de répondre au maximum à vos questions et l'objectif, effectivement, d'engager ce premier échange sur ce sujet important, sensible et je sais qu'il génère un peu d'inquiétude parfois dans les établissements, ce qui est normal, ce qui veut dire que vous le prenez à bras-le-corps. Voilà. Merci Nadia, je te laisse la parole. Alors, cette nouvelle démarche des évaluations, quelques diapositives déjà pour introduire le sujet. Elle fait suite à une évolution de la réglementation. Vous avez vu disparaître l'ANESM au profit de la Haute Autorité de Santé qui a donc repris, suite à l'article 75 de la loi du 24 juillet, cette mission autour de l'accompagnement des établissements médico-sociaux. Avec un décret le 12 novembre 2021, c'est le rythme des évaluations qui s'est vu modifié. On vous le présentera un peu plus tard. Et puis, le décret du 28 avril est, lui, venu apporter les modalités d'accréditation des organismes habilités qui passeront dans vos structures pour pouvoir les évaluer. Je note ici que nous sommes donc sur les secteurs personnes âgées, personnes en situation de handicap et ont été également invitées les personnes en difficulté spécifique, donc tout le secteur PDS, qui est également suivi sous la compétence Agence régionale de santé. Ces différentes évolutions ont vu donc se modifier différents articles du Code de la santé, du Code de l'action sociale et des familles, ce qui fait une certaine révolution dans notre secteur. Ce qui change particulièrement, c'est la fameuse annexe 3.10 de ce même code que nous connaissions bien avec un rythme régulier des évaluations, calcul sur les autorisations à leur date de 15 ans. Tout cela disparaît. C'était également un référentiel qui était à la charge des établissements. Désormais, la Haute Autorité de Santé a apporté son propre référentiel. Cette Haute Autorité de Santé a donc vu ses missions évoluer vers l'élaboration d'une nouvelle procédure de suivi des structures médico-sociales et un nouveau cahier des charges pour fixer les exigences requises aux organismes habilités. On avait une grande disparité avec la première méthodologie. Aujourd'hui, un seul référentiel pour l'ensemble du secteur. Le rythme des évaluations que l'on vous présentera juste après s'est vu également largement modifié. Il y reste encore des incompréhensions autour de ceci. Et puis, les établissements désormais choisissent leur organisme évaluateur. Alors, c'était déjà le cas avant, mais on a maintenant cette liste régulée par la Haute Autorité de Santé et puis un plus grand contrôle de leurs actions. Les résultats des évaluations qui étaient à la main auparavant des établissements seront désormais publics, tout comme le connaît déjà le secteur sanitaire. Et nous attendons un décret qui reste en attente de publication, mais on connaît déjà un peu la forme. C'est que ce que vous aurez à saisir et les évaluateurs dans le registre SINAE, la plateforme en ligne, ce sera ce qui sera à disposition du grand public et donc de vos usagers et familles potentielles. Le rythme des évaluations, ce qu'on connaissait, c'était que sur un temps
d'autorisation de 15 ans des structures médico-sociales à partir du départ de l'autorisation. Tous les 5 ans est attendue une évaluation externe et tous les environ 7 ans, une évaluation externe, en tout cas 2 sur la période des 15 ans. La dernière conduisant à renouveler ou pas l'autorisation pour une nouvelle période de 15 ans. Désormais, les autorisations sont toujours de 15 ans, mais on voit elles disparaissent du panorama qui fixe les dates d'évaluation. C'est donc complètement dissocié. Les évaluations sont attendues à une périodicité de 5 ans. Donc, quelle que soit la date de départ de l'autorisation, on sait qu'un minimum de 2 évaluations, voire 3, seront attendues donc sur la période des 15 ans. Et je voulais redire quelque chose. L'évaluation interne, ce qui apparaît en bleu ici, qui était attendue de façon obligatoire dans les structures médico-sociales, est désormais préconisée, largement invitée à le faire. Pour autant, elle n'est pas obligatoire. Cette programmation, donc, elle transparaît à travers des arrêtés de programmation dont nous avons eu des modèles courant octobre de la part du national et qui nous ont permis d'établir cette visibilité sur les 5 ans qui viennent. En rouge apparaissent les établissements qui, autorisés en 2008 ou 2009, n'avaient pas vu, puisqu'on était aussi dans une période de moratoire, le temps que le nouveau référentiel se mette en place, que la Haute Autorité de Santé intègre pleinement ses missions. Nous avons été sur une période où il n'y avait plus d'obligation d'évaluation externe. Du coup, ces établissements ont pu être en attente de directives. De plus, le Covid est passé par là, donc nous avons une période creuse au niveau de la réception des évaluations externes. Nos arrêtés de programmation nous ont donc conduit à d'abord identifier quels étaient les établissements pour lesquels nous n'avions pas eu de retour des évaluations externes. Ils ont été priorisés sur le premier semestre 2023 et l'arrêté qui prévoit la programmation sur les 5 ans démarre donc pour les autres à partir du 1er juillet 2023 et s'établit jusqu'en 2027. Notez bien qu'à partir du 1er juillet 2023 sont donc attendues les premières évaluations externes dans la région des établissements médico-sociaux. Comment avons-nous établi ce programme? Nous avons, pour le secteur personnes âgées et en situation de handicap, souhaité associer le retour de l'évaluation externe à la période de contractualisation en demandant aux structures de nous le retourner l'année précédant la contractualisation de manière à disposer d'éléments qualitatifs sur leur diagnostic de manière à lancer ensuite la contractualisation à partir de ces données. Donc, si la date, par exemple, de votre CEPOM est programmée au 1er janvier 2025, la date de remise des rapports d'évaluation est attendue au premier trimestre 2024. Le fait de s'être établi à partir des CEPOM, les CEPOM étant travaillés à partir de l'OG, l'ensemble des structures médico-sociales qui appartiennent à un organisme gestionnaire sont donc attendues toutes ensemble. Pour autant, si l'OG souhaite répartir ses évaluations sur 2 ans parce que ça lui donne une grande masse de travail ou d'évaluation à suivre au moment de la période qui est annoncée par l'agence, il est possible de les anticiper et donc de les retourner sur les 2 années précédant la date annoncée dans l'arrêté. Certains rapports d'évaluation ont été reçus très récemment. Dans ce cas-là, nous les avons intégrés également, même si nous n'avons pas refait les arrêtés aussitôt. Et pour ce que je vous indiquais juste avant, donc les autorisations entre 2008 et 2009 sont donc indiquées dans la période transitoire, donc sur le premier trimestre 2023. Il est possible que vos autorisations évoluent dans les années qui viennent et notamment, nous pensons au dispositif puisque le mouvement enclenché autour de la transformation de l'offre engage beaucoup d'établissements, notamment sur le secteur personnes handicapées, à faire évoluer leur offre, voire à faire disparaître certains organismes, certains établissements. Je pense aux CESAD qui parfois sont reliés
à un IME ou autre. Dans ce cas-là, évidemment, l'évaluation ne sera plus attendue. Je laisse Émilie prendre la parole sur le secteur des personnes en difficulté spécifiques. Merci Nadia, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc une petite spécificité pour le champ PDS, étant donné qu'en fait les CPOM ne sont pas à ce jour réglementaires et donc plutôt sous l'aspect facultatif, en fait on ne tiendra pas compte, en fait on corrélera pas l'évaluation et la mise en œuvre du CPOM, donc on se tient bien à la date fixée en fait par l'arrêté du 30 septembre qui vous a été transmis. Voilà, et en sachant que les CPOM pour les PDS addicto, que ça pas Carus, en fait, courent tous jusqu'au 31 décembre. Donc, en fait, on aura une logique différente. On prendra en compte les évaluations externes si elles sont présentes. Sinon, on fera différemment. Voilà. Merci, Nadia. Comment se passe la démarche d'évaluation? Lorsque l'établissement que vous êtes prend connaissance de l'arrêté de programmation des évaluations externes, je tiens d'ailleurs à préciser que donc pour l'instant est établi l'arrêté d'autorisation pour les établissements de compétences propres agences, puisque nous étions les seuls à signer et qu'il nous a donc été assez aisé de pouvoir le sortir rapidement. Pour autant, les autres arrêtés, les 8 autres, qui comprennent des établissements en compétences conjointes, sont pour certains déjà parus, publiés ou sont en cours de parution. En tout cas, pour les établissements qui apparaissent déjà sur l'arrêté de programmation pour les établissements de compétences propres, l'ensemble du champ de l'organisme gestionnaire sera bien retrouvé sur l'arrêté conjoint Conseil départemental ARS. Pour autant, sous réserve de signature, actuellement, nous vous répondons si vous nous posez les questions de manière orale ou par mail en indiquant que c'est sous réserve de la publication de l'arrêté conjoint ARS-CD. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de cet arrêté, vous lancez la procédure de mise en concurrence auprès des organismes évaluateurs qui sont susceptibles d'intervenir dans votre structure. Ces organismes évaluateurs, aujourd'hui sur le site SINAE ou Haute Autorité de Santé, il n'en apparaît qu'un pour la région Bourgogne-Franche-Comté parce que son siège social est installé sur notre territoire. Pour autant, vous pouvez consulter l'ensemble des évaluateurs agréés sur l'ensemble du parc français et ensuite demander une intervention sur notre territoire. Que cela ne vous limite pas. L'établissement donc utilise cette liste d'organismes et établit un contrat de mise en conformité avec le cahier des charges qu'a établi la Haute Autorité de Santé. Cette visite est réalisée et on en distinguera les différentes méthodes sur site, forcément, puisqu'on a pu connaître aussi certaines évaluations externes à distance. Donc, et à partir du référentiel promu par la Haute Autorité de Santé. Cette visite contribue à élaborer le rapport d'évaluation externe à partir des observations, mais également des documents qui sont nécessaires. Et donc, en tant qu'établissement accueillant cette visite, vous aurez à communiquer tous les documents utiles et faciliter les rencontres qui sont attendues de la part des organismes habilités. L'organisme évaluateur, lui, applique les différentes méthodes attendues par la Haute Autorité de Santé pour coter les différents critères et établir son rapport d'évaluation externe. Il le saisit dans la plateforme SINAE sur laquelle vous avez un droit de regard et de correction durant 1 mois. À partir de là, vous nous communiquez le retour que vous avez fait de ce rapport qui n'est pas communiqué directement de la plateforme SINAE à la Haute Autorité, à l'Agence régionale de santé ou aux conseils départementaux, sachez-le. Actuellement, nous n'avons pas du tout de visibilité sur ce qui est indiqué dans la plateforme, donc il est nécessaire que vous nous les transmettiez. Et ce rapport fait ensuite l'objet d'une diffusion publique, mais sur laquelle donc, nous attendons le décret d'application. Chaque année, parce que ça ne s'arrête pas là, les établissements sont invités à produire
un bilan de leur activité autour du plan d'action de la qualité interne au regard de ce qu'ils avaient pu observer au moment de leur propre auto-évaluation, mais également au regard des remarques des évaluateurs externes. Je vais maintenant partager la parole avec Agnès Blanc, une collaboratrice qui travaille autour de la contractualisation, mais également de l'évaluation externe dans notre région. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais aborder les 7 outils mis à disposition par la HAS. La HAS viendra en région certainement l'année prochaine et vous donnera un peu plus de détails sur ces outils. Mais sachez que sur le site Internet, et on vous a mis le lien, il y a donc ces 7 outils. Il y a d'abord la procédure d'évaluation des ESMS, qui est un petit document constitué de 9 pages et qui est vraiment très synthétique, mais permet vraiment de voir comment se passe la procédure, toute la démarche d'évaluation. Le deuxième document, il s'agit du référentiel national d'évaluation de la qualité des établissements. C'est un document donc qui récapitule tous les critères. En tout, il est décomposé en fait en 3 chapitres, 9 thématiques. Il y a 42 objectifs et 157 critères, dont 18 critères impératifs que nous verrons plus tard. Donc, ce référentiel national, il est aussi accompagné sur le site Internet d'un tableau Excel, ce qui vous permet de pouvoir vraiment avoir l'ensemble des critères sous forme de tableau Excel. Ensuite, la HAS met aussi à disposition un manuel d'évaluation où tous les 157 critères sont repris, une page par critère, et vous explique la manière dont l'évaluation va se passer sous forme d'entretien, de consultation documentaire, d'observation, etc. Et c'est vraiment, le manuel est très, très bien écrit et nous permet vraiment de savoir quels sont les attendus. Ensuite, vous avez un autre document qui vous concerne moins. Il s'agit en fait du cahier des charges pour les organismes évaluateurs, ce qui leur permet de savoir quelles sont les exigences aujourd'hui lorsqu'ils vont réaliser une évaluation dans vos établissements. Enfin, il y a aussi la plateforme SINAE. Donc, comme vous l'a dit Nadia, nous n'avons pas accès à cette plateforme, mais nous savons que vous seuls, organismes gestionnaires, ainsi que les organismes évaluateurs, ont accès et permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Ainsi, cette plateforme vous permet aussi de réaliser votre auto-évaluation. Mais nous n'aurons jamais accès pour l'instant à cette plateforme. Le rapport d'évaluation. Alors, le rapport d'évaluation, en fait, il va être généré automatiquement par la plateforme SINAE. Donc, en fait, ça va être un rapport très visuel puisqu'il y aura énormément de graphiques et des tableaux avec l'ensemble des critères avec leur cotation, puisque maintenant, chaque critère va être coté. Enfin, le site Internet de la HAS met une foire aux questions. Et cette foire aux questions, elle va être alimentée au fur et à mesure. Et vraiment, prenez le temps d'aller voir cette foire aux questions parce qu'elle est vraiment très intéressante et elle vous permet justement de mieux comprendre toute la démarche. Le contenu, donc, maintenant, nous allons vous parler avec Nadia du contenu du manuel d'évaluation et les méthodes d'évaluation. Donc, le manuel, il est décomposé en 3 chapitres. Il y a un chapitre réservé à la personne, un chapitre concernant les professionnels et un chapitre concernant l'établissement. Ce qui est très intéressant dans le tableau que nous allons vous présenter sur la diapositive suivante, voilà, c'est qu'en fait, les 3 chapitres, en fait, reprennent exactement les mêmes thématiques, sauf pour les 2 dernières thématiques. Donc, en fait, vous allez retrouver la thématique bien traitée en éthique sur les 3 chapitres, droits et personnes accompagnées aussi, expression et participation de la personne accompagnée, la co-construction et personnalisation du projet d'accompagnement, l'accompagnement à l'autonomie, l'accompagnement à la santé.
ces thématiques-là, ces 6 premières thématiques, on les retrouve systématiquement dans les 3 chapitres. Et en fait, l'idée, c'est que l'évaluateur puisse avoir une analyse approfondie en fonction de la personne, des professionnels et de l'organisation de l'établissement par rapport à ces 6 thématiques. Puis, il y a 2 autres thématiques, continuité, 3 autres thématiques, pardon, continuité, fluidité des parcours, qui n'est vu qu'à travers le chapitre les critères de la personne et les critères des professionnels. Puis, vous avez 2 thématiques, politique ressources humaines et démarche qualité de gestion et gestion des risques, qui est vu côté établissement. Donc, vraiment, l'idée de cette nouvelle évaluation, c'est de croiser les regards à partir de nos 3 principaux participants, la personne, les professionnels et l'établissement. Sur la diapositive suivante, nous vous rappelons maintenant les 18 critères impératifs. Alors, bien sûr, pour certains établissements, ils ne sont pas concernés par tous ces critères impératifs, mais vraiment, nous allons avoir, nous, au niveau de l'ARS, un regard particulier sur ces 18 critères impératifs. Les 7 premiers critères impératifs sont liés au droit à la personne accompagnée. Il y a un critère qui est spécifique à l'accompagnement à la santé. Bien sûr, si vos établissements ne font pas d'accompagnement à la santé, vous ne serez pas concernés par ce critère impératif. Les critères suivants impératifs, il s'agit de 2 critères impératifs liés à la violence et au fait de maltraitance et de violence. Puis, il y a 3 critères impératifs liés aux plaintes et réclamations. Enfin, il y a des critères impératifs liés aux événements indésirables, 3, et il y a 2 critères impératifs liés au plan de gestion de crise. Donc, ces 18 critères impératifs ont quand même des conséquences sur la cotation puisque ce ne sera pas coté exactement de la même manière. Les 3 méthodes d'évaluation, 3 chapitres, 3 méthodes différentes. Le premier chapitre, l'évaluateur va utiliser la méthode de ce qu'on appelle accompagné traceur. En fait, c'est l'évaluation de la qualité de l'accompagnement. Il va y avoir d'abord un entretien avec une personne que vous aurez, en fait, vous allez devoir proposer une liste de personnes en fonction d'un certain nombre de critères, ancienneté dans l'établissement, enfin voilà, l'évaluateur va vous fournir un certain nombre de critères, va vous demander par exemple une liste de 10 personnes à rencontrer. Et donc, vous allez proposer 10 personnes. Et l'évaluateur va piocher peut-être 3 personnes parmi la liste que vous aurez proposée. Donc, il y aura un entretien avec cette personne, puis il y aura un entretien avec les professionnels qui accompagnent cette personne. Et en fait, il y aura un croisement des regards et une appréciation de la qualité des pratiques en fonction de l'entretien de la personne et de l'entretien des professionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode accompagné traceur qui sera déployée dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, donc au niveau des professionnels, c'est une démarche différente. C'est ce qu'on appelle le traceur ciblé. Il s'agit de l'évaluation de la mise en œuvre d'un processus ciblé. C'est-à-dire que l'évaluateur va choisir un processus de la thématique du chapitre 2. Il va d'abord faire l'entretien avec les professionnels sur leur pratique, sur la manière dont les choses se passent. Et après, il va faire un entretien avec la gouvernance de l'organisation pour voir quels étaient les moyens déployés par l'organisation. Et ça permet ce croisement entre les pratiques des professionnels et les moyens mis en œuvre par la gouvernance. Le chapitre 3, qui est plutôt axé sur l'organisation, c'est une troisième méthode d'évaluation. C'est ce qu'on appelle l'audit système. L'audit système, c'est l'évaluation des organisations donc, pour assurer leur maîtrise sur le terrain. Donc, en fait, il va y avoir un choix, le choix d'un processus, donc de la thématique 3. Et cette fois-ci, l'évaluateur va démarrer par un entretien avec la gouvernance sur sa stratégie, sa politique, etc. Et après, va se tourner vers les professionnels pour voir si cette stratégie est bien comprise par les professionnels. Voilà, 3 chapitres, 3 méthodes différentes au niveau de l'évaluation. Alors, il y a une question
les entretiens de la personne et de l'évaluateur se font en individuel. Alors oui, en fait, il va y avoir un entretien en individuel, mais je pense qu'il y aura aussi la possibilité pour une personne qui est voilà, en difficulté de pouvoir être accompagnée, soit un membre de sa famille ou peut-être par un professionnel. Mais voilà, je ne peux pas vraiment vous répondre aujourd'hui à cette question. C'est à vérifier, je suis… Voilà. Alors, les moyens utilisés, donc, ce sont des entretiens, de l'observation et de la consultation documentaire. Et chacun des critères va être coté. Donc, au niveau de la cotation, vous avez une cotation de 1 à 4, voire 4 étoiles. 1, le niveau n'est pas attendu. 4, le niveau est attendu et tout à fait satisfaisant. Et l'étoile, si vous avez un 4 étoiles, en fait, vous avez optimisé ce que nous attendions de vous. Donc, c'est une cotation qui vous permet de mettre en valeur vos axes forts. Bien entendu, si vous n'êtes pas concerné par le critère, à ce moment-là, il y aura une cotation NC. Et si une personne accompagnée se trouve en difficulté pour répondre ou ne répond pas exactement aux questions que pose l'évaluateur, pas de panique, l'évaluateur mettra une cotation RI et qui n'aura aucun impact sur la cotation finale. Les enjeux de ces cotations. Si vous avez au niveau des critères impératifs une cotation de 1 à 3, l'évaluateur va devoir faire une investigation complémentaire. Il devra remplir un formulaire qui s'appelle un formulaire critères impératifs et vous aurez l'obligation de présenter donc aux autorités un plan d'action spécifique pour voilà, améliorer au niveau de ces critères impératifs pour que vous ayez une note entre 4 et 5. Au niveau des critères standards, si vous avez une cotation de 1 à 2, il y aura une inscription dans le rapport. C'est juste une observation par l'évaluateur. Donc aujourd'hui, les évaluations sont cotées par les évaluateurs, ce qui n'était pas le cas au préalable, auparavant. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle question. Ah non, il n'y avait pas de nouvelle question. On peut passer à la diapositive suivante, à moins Vous que y avez Nadia voulait répondu rajouter. avec la deuxième partie, puisque c'était autour des critères impératifs et standards. Quelle modalité de retour à l'agence? Pour ce qui concerne les établissements des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap, comme on vous l'a indiqué, nous les relions aux procédures de contractualisation. Donc, les rapports d'évaluation seront attendus dans l'outil ICARS avec une partie spécifique de retour d'informations qui fait partie du SharePoint d'ICARS et qui nous permettra d'intégrer l'ensemble des rapports au même endroit, toujours accessible par l'ensemble des parties prenantes, qu'on soit agence, conseil départemental ou établissement. Côté personnes en difficulté spécifique, oui. Pardon, Nadia, de vous couper. Alors, pas d'inquiétude. Si vous ne voyez pas apparaître tout de suite sur vos connexions ICARS le fichier 0 rapport évaluation, il va être mis au fur et à mesure. Et pour ceux qui n'ont pas encore de connexion ICARS, ça va être créé au fur et à mesure aussi. Pardon, Nadia. Oui, je vous en prie. Émilie, si tu veux compléter pour le secteur personnes en difficulté spécifique. Oui, alors pour le secteur PDS, donc on n'a pas forcément de plateforme, donc en fait on est sur le classique, donc transmission de votre rapport par voie électronique à vos interlocuteurs habituels, donc l'adresse mail générique du département, Christelle Joliet, notre collaboratrice, et puis les référents parcours des parcours concernés, donc Anne Corbia et Nadia Gali pour le parcours précarité, et Corinne Denmat et moi-même pour le parcours addicto. Voilà. Alors, maintenant, nous allons vous parler de la démarche préconisée, souhaitée au niveau de la région. C'est une démarche voilà, que nous souhaitons mettre en œuvre au niveau de la région. Donc, vous allez avoir vos évaluations. Et normalement, puisque c'est le principe que nous avons adopté dans l'année suivante, vous avez
allez avoir le CPOM, donc la contractualisation. À partir de ces deux éléments, les résultats de vos évaluations ainsi que les orientations qui ont été définies dans le cadre du CPOM, l'idée c'est que vous intégrez ces éléments dans votre projet d'établissement. Donc, construire le projet d'établissement après la réalisation des évaluations et la contractualisation afin que l'on soit bien, que vous soyez bien en adéquation par rapport à ces résultats d'évaluation et de contractualisation. Puis, de réaliser, une fois que le projet d'établissement est finalisé, de mettre à jour vos outils de la loi de 2002, c'est-à-dire le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, les contrats de séjour ou d'intervention. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils qui soient conformes par rapport à vos orientations, projet d'établissement et à votre fonctionnement. Et à partir de là, vous avez votre plan d'amélioration puisque vous avez les résultats de vos évaluations, vous avez vos objectifs dans le cadre de la contractualisation. Donc, le plan d'amélioration continue se construit à partir de ces éléments et nous souhaitons retrouver 4 types grandes thématiques dans le plan d'amélioration continue. D'abord, des thématiques liées à l'amélioration de l'accueil et de la vie des personnes accompagnées. Nous souhaitons aussi avoir des éléments concernant l'amélioration des pratiques professionnelles des personnels, une thématique autour de l'amélioration de l'organisation et de ses divers processus afin d'assurer l'efficience des ressources engagées. Et nous souhaitons aussi avoir une thématique qui est très en lien en fait avec le CPOM, qui est de mettre en place une veille sur les attentes environnementales et partenariales. Un bilan annuel, comme vous l'a rappelé Nadia, est maintenant fortement préconisé. C'est vrai que ce rapport annuel existait déjà avant, mais il n'était pas vraiment suivi. Là, nous souhaitons que ce rapport annuel rentre dans vos rapports d'activité et permette d'avoir un suivi de votre plan d'amélioration continue. Et bien sûr, tous les ans, on repart sur la dynamique, évaluation, CPOM, etc. Nadia. Tous les 5 ans. Oui. Une question autour des SIAD. Donc, les SIAD se retrouvent complètement dans le secteur personnes âgées ou personnes en situation de handicap en fonction de vos autorisations. En Bourgogne-Franche-Comté, tous les SIAD sont au moins autorisés sur les personnes âgées et quelques-uns disposent aussi de places personnes en situation de handicap en plus. Donc, quand on parle de ces deux secteurs, les SIAD sont complètement intégrés. Une question également pour toi, Émilie, sur les typologies des personnes en difficulté spécifiques. Si tu peux nous rappeler les différentes catégories de structures? Oui, alors pour le champ de la précarité, on est sur les LAM, les lits halte soins santé, les ACT, les ACT1 chez soi d'abord, et pour le volet addicto, on parle d'Exapa et des CARUD. Voilà. Merci. Concernant la liste des organismes habilités, elle n'est pas définitive. Certains organismes sont toujours en train de faire leurs propositions auprès de la haute autorité de santé qui les autorise progressivement à entrer dans la liste des organismes habilités. Donc, cette liste est encore appelée à évoluer et au sein même des organismes, eux-mêmes essayent d'étoffer leur panel de consultants et d'évaluateurs agréés de manière à disposer d'une force de frappe plus forte avec un même nom d'organismes habilités. Donc, cette liste continuera d'évoluer encore. Une question autour des coûts de l'évaluation. Aujourd'hui, de notre côté, que ce soit Agnès Blanc ou en tout cas la direction de l'autonomie, et moi, pas du tout de notion financière actuellement sur. On n'a pas vu arriver encore d'évaluation en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on reste à votre écoute aussi pour identifier les premiers coûts qui vont vous être présentés parce que actuellement, pas du tout de connaissances sur le sujet. Je te rejoins, Nadia, aussi pour le champ PDS. On n'a pas du tout de visibilité non plus sur ce sujet. Pour ce qui concerne votre dynamique interne, donc à partir de ce schéma, il s'agit d'un schéma de préconisation d'un certain idéal en termes de logique dans votre processus interne de suivi et d'amélioration de la qualité. Si vous êtes déjà engagé dans une rédaction de votre projet d'établissement, que cela ne vienne pas perturber et désengager vos équipes autour de cette dynamique. Pour autant, l'idée, c'est bien que ce projet d'établissement soit nourri
du CEPOM et soit nourri de l'évaluation. Donc, voire des évaluations. Je pense Je peux aussi… rajouter quelque chose? Oui, et puis je voulais juste terminer. Je pense aussi aux éventuelles inspections qui sont suivies dans vos établissements, que ce projet d'établissement soit nourri de ces différentes thématiques. Allez-y, Agnès. Oui, alors pour rajouter, il faut savoir qu'un projet d'établissement a une durée maximale de 5 ans, mais vous pouvez avoir des projets d'établissement qui ont une durée que de 2 ans ou moins ou plus. En fait, à vous de voir par rapport justement à vos évaluations et à vos CEPOM, si vous êtes en cours de réalisation de votre projet d'établissement, vous pouvez très bien avoir un projet d'établissement de 2 ans pour aller jusqu'à la période d'évaluation et de CEPOM. Merci. Je poursuis avec les questions qui nous concernent sur le champ personnes âgées, personnes en situation de handicap, pardon. Donc, au niveau des autorisations transformées autour des dispositifs, hein, je répète, maintenant que vous aurez un établissement unique porteur du dispositif, il est donc utile uniquement de faire une évaluation par dispositif, par ESMS en fait. Hein. C'est le FINES ET qui porte l'évaluation. Donc, s'il comporte différents champs, comme la prestation en milieu ordinaire, l'accueil de jour et puis donc l'hébergement, cette unique autorisation va suffire pour faire l'évaluation. Et ça rejoint la question également sur les accueils de jour. Pour, par exemple, les EHPAD qui disposent d'un accueil de jour au sein de leur autorisation, cet accueil de jour est intégré à leur autorisation, donc ils font une seule évaluation qui comprend leur hébergement permanent, leur accueil de jour potentiel, leur hébergement temporaire également potentiel. Par contre, pour les établissements qui sont accueil de jour autonomes, parce qu'on en a également, là, une seule évaluation est attendue et que pour l'accueil de jour. Donc voilà, tout va dépendre de votre autorisation. Mais pour les EHPAD qui portent un accueil de jour, une seule évaluation et elle comprend l'ensemble de vos prestations. Concernant les CHRS et SAVS, je ne sais pas y répondre. Émilie, le sais-tu? Alors, pour ce qui concerne le CHRS, ce n'est pas un ESMS qui relève du champ PDS. Donc, c'est cohésion sociale, c'est purement un dispositif social. Alors, en fait, à partir du moment où un établissement a une autorisation, quelle que soit l'autorité qui a délivré cette autorisation, il y a obligation de réaliser une évaluation. Savez-vous, Agnès, si les établissements qui souhaiteraient s'engager en amont dans SINAE peuvent déjà créer leur profil et avoir de la visibilité sur la plateforme? Tout à fait, vous pouvez dès aujourd'hui créer votre profil SINAE. Merci. On reprendra une séquence de questions juste après les présentations de nos différents partenaires qui sont invités aujourd'hui à nos côtés. L'idée était de vous dresser un panorama également de l'appui qui existe aujourd'hui en région Bourgogne-Franche-Comté et ne pas vous laisser uniquement avec cet exposé. Et pour cela, nous avons invité l'Eureka, qui vous présentera également, et vous avez vu apparaître déjà les logos parfois sur les précédentes diapositives, puisque l'ERAGE que l'Eureka porte également va être particulièrement intéressé par tous les critères impératifs qui sont attendus autour du recueil des événements indésirables. Nous avons rappelé ici également l'adresse du portail de signalement des événements indésirables, puisqu'il s'agira aussi d'y contribuer. Autour de la table également le CREAI, Bourgogne-Franche-Comté, en présence Mathilde Bibouda, et nous accompagne aujourd'hui également le CEPIAS, puisque pour ceux qui ont déjà commencé à regarder le référentiel, nous avons de fortes attentes autour de la prévention et du contrôle du risque infectieux. Donc, ces différents accompagnements qui sont présentés en région vont être détaillés par chacun d'entre eux. Et puis, nous aurons également un focus autour du médicament, présenté cette fois-ci par l'équipe interne, Loïc Philippe, au nom de nos partenaires. Eh bien, dès à présent, donc ces différents types d'appuis peut-être peuvent déjà nous être un peu détaillés. Je ne sais pas si c'est Madame Bibouda ou Monsieur Sillier qui présente cette diapo.
Bonjour, on peut Bonjour. le faire à deux voix, voilà, Super. je pense. Je vais commencer, puis je laisserai la suite à Emmanuel. De manière générale, hein, transversale, nos organisations sont disponibles pour accompagner les ESMS du champ social et médico-social, PA, PH notamment, dans leur démarche d'auto-évaluation et d'amélioration continue de la qualité. On le détaillera un petit peu plus après. Cela prend différentes formes, hein. Ça peut être du conseil, de l'expertise, des formations au sein des structures ou en inter, la mise à disposition de ressources, mais pas que. Emmanuel, je te laisse la suite. Oui, en complément de ce que dit Mathilde, c'est nos deux structures ont vraiment voilà, ce soutien régional dans le cadre d'un contrat d'objectif avec l'agence, mais aussi une activité à destination d'adhérents, avec une inscription historique en région qui est un peu différente. Le RECA a plutôt une activité qui était centrée initialement sur le secteur personnes âgées et puis une activité plus récente sur le champ du handicap. Pour le CRAI, voilà, Mathilde, si tu veux Nous, préciser on le va champ. balayer, oui, de manière transversale, le champ, bien sûr, des personnes handicapées, mais aussi de la protection de l'enfance, des personnes âgées, du secteur social également. Alors, il nous semblait intéressant de revenir par rapport à nos méthodes de travail parce qu'elles nous semblent importantes dans le cadre de ces discussions autour de l'auto-évaluation et l'évaluation externe, mais les missions de nos structures, elles sont surtout d'accompagner l'acculturation auprès des professionnels, enfin, et l'appropriation des contenus, des éléments du référentiel. Alors, on a, par exemple, dans nos travaux, des possibilités d'accompagnement des établissements aux démarches qualité-sécurité qui peuvent prendre des formes différentes. Par exemple, pour le RECA, on aura l'illustration sur les événements indésirables sur la diapositive suivante, mais on peut travailler aussi sur des approches d'évaluation des pratiques professionnelles. Pour le CREAI, Pour le CREAI, je le développerai aussi plus loin, mais on essaie d'avoir, je pense que ce qui est important, ce qui a déjà été dit par l'agence, hein, mais qu'il est important de rappeler, c'est que la démarche d'évaluation, bien sûr, c'est une démarche à part entière, mais là où elle sera le plus facilement intégrable, entre guillemets, dans les pratiques des structures, ce sera dans la mesure où elle sera vraiment mise en lien avec tout ce qui est déjà en pratique, c'est-à-dire toutes les actions en termes de transformation de l'offre, en termes de projets d'établissement, on l'a dit, de place aussi à l'expertise d'usage, au savoir expérientiel des personnes. Si on prend ces choses-là de manière décousue les unes des autres, bien sûr, ça va être d'autant plus chronophage et énergivore. Par contre, l'idée, la démarche hein, d'auto-évaluation et d'évaluation externe, elle peut venir comme voilà, un fil rouge, un fil conducteur pour chacune de ces démarches. Et donc, nous, on peut appuyer aussi sur ces points-là. voilà. Conseil expertise, on est plutôt sur des éléments ponctuels, mais activité de formation, nos deux structures ont développé des formations intra, donc sur site dans les établissements et inter-établissements, avec des perspectives aussi en e-learning. On réalise des accompagnements autour de l'auto-évaluation, qui est une démarche, vous ont été présentés le référentiel, les méthodes, l'accès SINAE et les méthodes préconisées pour l'évaluation externe, mais ces méthodes, elles sont facultatives, en tout cas l'établissement a toute légitimité pour s'organiser pour son auto-évaluation. Et donc, nos deux structures peuvent accompagner les établissements dans la préparation de l'auto-évaluation. On peut avoir aussi des éléments d'animation sous forme d'ateliers à destination d'un réseau de correspondants établissements qui peuvent porter autour de cette nouvelle évaluation et puis de ces méthodes. Pour le CREAI, vous avez des commissions régionales spécifiques. Voilà, on a un certain nombre de commissions régionales et on va notamment, qui ont déjà abordé hein, ce référentiel, je pense aux commissions des DG, des cadres intermédiaires, etc., du secteur handicap. Et puis, on va relancer une commission spécifique pour les qualiticiens à partir de 2023, au premier semestre 2023, une commission régionale qui se réunira 2 ou 3 fois par an. Et puis enfin, on collabore CREAI, RECA, ARS et à venir dans la discussion avec les autres autorités de tutelle et de tarification sur la mise en place d'une rencontre régionale avec intervention de la HAS en région, a priori sur la fin du premier trimestre 2023. Donc pour illustrer sur une des thématiques, on évoquait voilà, l'importance de l'auto-évaluation, l'appropriation des méthodes, particulièrement le recueil de l'expression des personnes accompagnées, que ce soit sous forme d'accompagné de traceurs ou autre méthode.
nos structures, elles ont aussi vocation à étayer les démarches qualité-sécurité dans les structures. Si on prend un exemple pour le RECA et les RAGE, vous ont été présentés des 3 critères indicatifs qui portaient sur les événements indésirables. Donc, on est chapitre 3, vision établissement, même si le 3e critère investigue l'appropriation par les professionnels. Donc, on a pour le RECA deux niveaux d'intervention possibles. Activité RH, donc une équipe qui est identifiée, pluriprofessionnelle au sein de nos structures, qui fait l'objet d'un financement dans le cadre d'un CEPOM spécifique et qui peut intervenir auprès de tout établissement, adhérent ou pas au réseau, sur différentes méthodes. Tout d'abord, la réalisation de formations dans les établissements sur la détection et signalement, une formation qui va évoluer vers du e-learning, mais également de la formation aux analyses des causes. Lorsqu'on repère un événement indésirable, mais comment on peut se l'approprier pour comprendre ce qui s'est passé, mettre en place des actions d'amélioration, de prévention. Cette équipe, lorsqu'un établissement a identifié un événement indésirable grave, qu'il a fait un signalement via le portail auprès de l'agence, notre équipe peut être sollicitée aussi pour venir dans l'établissement dans les 3 mois avant le remplissage du volet 2 pour aider l'établissement à analyser cette situation et identifier les actions d'amélioration à mettre en place. Et puis, on croit vraiment au retour d'expérience. Il est important que les analyses qui ont pu être faites dans les établissements puissent servir à d'autres, parce qu'on est parfois confronté à les mêmes situations, et identifier ce qu'un établissement a pu mettre en place dans sa structure pour éviter la survenue d'un nouvel événement indésirable. Ces travaux-là d'analyse font l'objet de partage sous forme de fiches partage. Excusez-moi. On organise également sous forme de cafés virtuels, des rencontres virtuelles autour du retour d'expérience, autour d'événements spécifiques. Donc là, une activité qui s'adresse à tout établissement. Par contre, on a une activité supplémentaire pour les établissements adhérents au RECA dans le champ du médico-social. Et cet accompagnement, il va être plutôt focalisé sur les 2 premiers critères, à savoir l'organisation et le pilotage par l'établissement d'un système de signalement des événements indésirables avec la mise en place de fiches de procédure, de fiches d'événements indésirables, d'appropriation des outils, d'actions de sensibilisation flash des professionnels. Et puis, lorsqu'il y a des événements traités, d'intégration de ces analyses des actions d'amélioration dans le plan d'amélioration continue de la qualité. Mathilde. Oui, voilà. Donc, en ce qui concerne l'appui que peut apporter le CREAI aux différents établissements et services socio-médico-sociaux de la région, je l'ai dit, ce qu'on va porter très fortement avec les structures en termes d'appui, c'est comment on met en cohérence et comment on reflète dans cette démarche continue d'amélioration de la qualité tout ce qui est déjà engagé par ailleurs, que ce soit du côté de la formation des professionnels, du projet d'établissement, de la transformation de l'offre, de l'expertise d'usage, de l'autodétermination, etc. Comment on va réussir à retracer ça dans notre démarche qualité et demain également dans l'annexe qui sera annuellement dans ce rapport. Donc ça, c'est sur la cohérence d'ensemble. Peut-être ce qu'on n'a pas dit sur la question évaluation, sur la question formation, pardon, avec Emmanuel, c'est que côté CREAI, on va plutôt proposer une formation, on va dire, à l'appropriation du référentiel assez généraliste, essayer de présenter davantage sur 2 jours quelles sont les différentes méthodes, les enjeux, etc. Donc ça, on va le proposer sous forme de formation inter en février et en novembre à Dijon et à Besançon. Donc, les structures sont bien sûr invitées à y participer. Et puis, pour celles qui souhaiteraient aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement, on va utiliser un logiciel que certains d'entre vous connaissent, Arsène, mais qui a été retravaillé au niveau national avec notre fédération en lien avec SINAE, bien sûr en lien avec le référentiel HAS et avec un volet, je pensais important de le rappeler ici, la grande nouveauté, en tout cas ce qui est vraiment renforcé dans les démarches d'évaluation, c'est la place des personnes accompagnées et notamment sur le volet 1. Et donc, pour illustrer, par exemple, sur Arsène, ça va se traduire par un questionnaire qui pourra porter sur la manière dont les personnes perçoivent les choses, la manière dont elles sont traitées, comment elles participent à leur projet personnalisé. Et ça pourrait être soit en audio, soit en facile à lire et à comprendre. Voilà, il y a différentes modalités. Et puis, ce qui sera intéressant, quel que soit
soit la méthode qui sera utilisée par les ESMS, c'est bien sûr de croiser ce que les personnes vont pouvoir apporter comme témoignage, comme vécu, et puis ce que les professionnels, et ce que les directions, et ce que les partenaires en disent. En tout cas, vraiment, le point d'appui, c'est comment on inscrit cette démarche qualité dans toutes les autres démarches en cours, et puis aussi comment on pense vraiment une stratégie évaluative, comment on identifie la place, le rôle de chacun dans cette démarche avec un rétro-planning, etc. Comment aussi on va constituer sa bibliothèque de preuves. Tout ça, voilà, ce sont des appuis à la réflexion, à l'organisation que nos structures peuvent apporter. Et du coup, en complément, je pense en réponse à la question de monsieur ou madame Assoumi, sur la plateforme de la HAS, même si on n'a pas l'accès Ciné, on peut télécharger le fichier Excel de la HAS pour préparer son auto-évaluation. Et on a fait le constat qu'il y a parfois une difficulté d'appropriation des professionnels des établissements de certains des critères. Lorsque Mathilde évoquait le travail autour d'Arsène, la plateforme de l'Ancréail, comme dans les travaux du RECA, on est dans cette démarche en regard des critères, essayer d'identifier un questionnement évaluatif qui va permettre de clarifier les attendus de la Haute Autorité de Santé et faciliter ce travail d'auto-évaluation et d'appropriation. Docteur Floret. Oui, bonjour. Bonjour. Sur l'attendu en termes de prévention et de contrôle de l'infection, une thématique, celle de l'accompagnement à la santé, fixe un objectif qui est attendu sur l'établissement défini des POLA, sa stratégie de prévention et de maîtrise du risque infectieux. Pour cet objectif-là, il y a 3 critères. Un critère qui est interrogé par l'audit système, 2 autres qui s'appuieront sur une méthode de traceurs ciblés, sur les professionnels mettent en œuvre des actions de prévention et de gestion du risque infectieux, et les professionnels sont régulièrement sensibilisés ou formés à la prévention et à la maîtrise du risque infectieux. Alors attention, on ne va pas faire l'exégèse de l'ensemble du référentiel là tout de suite, mais la prévention et le contrôle du risque infectieux ne s'arrête pas là. Et pour illustrer cela, vous avez le thème politique ressources humaines, où un des axes peut interroger un événement potentiellement à risque, qui est le risque AES sur le critère 3.8.1. L'établissement définit et déploie sa politique de ressources humaines et met en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels. À cet égard, la prévention du risque d'accident avec exposition au sang peut être identifiée comme telle. Donc, en région, pour sécuriser les organisations et travailler chacun de ces axes, vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de ressources, des ressources humaines, des professionnels qui ont une expertise en prévention et contrôle de l'infection et surtout un temps dédié pour vous accompagner. Ce sont des ressources internes aux établissements, des équipes opérationnelles en hygiène quand votre établissement est adossé à un établissement de santé, le dispositif des équipes mobiles d'hygiène quand l'établissement est conventionné, et au-delà, le CEPIAS, le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, pour tout établissement, quel qu'il soit. Au-delà des ressources matérielles, vous pouvez mobiliser un certain nombre de ressources matérielles. J'en ai mis 2 là tout de suite. Des boîtes à outils sur un site national de prévention des infections, le site du REPIAS. Quand on vous donnera les diapositives, en cliquant sur l'image, vous pourrez directement avoir accès aux documents, au site. Et puis, le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, ce sont des boîtes à outils sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour travailler l'ensemble des choses que l'on demande dans les établissements. Et puis, un autre outil qui est l'outil d'AMRI, qui est un outil, la démarche d'analyse et de maîtrise du risque infectieux, qui est un outil qui fait suite finalement et qui est dans la continuité de la démarche d'analyse du risque infectieux qui était portée jusqu'à présent par le DARI. Celui-ci, en revanche, dépasse le périmètre historique du DARI qui ne concernait que les EHPAD, les MAS et les femmes. Là, on est bien sur l'ensemble des établissements médico-sociaux et puis avec un ajustement des critères qui sont attendus pour les uns et les autres.
Et puis, son objectif, du coup, est de permettre à chaque ESMS de cartographier son risque infectieux, de mesurer son niveau de maîtrise et de mettre en place un plan d'action d'amélioration hiérarchisé. Donc, c'est un véritable outil de pilotage et c'est un outil également de communication. Donc, il a été présenté au niveau national lors d'un webinaire le 24 novembre. Le replay est dorénavant disponible et la mise en production de cet outil-là, qui est le fruit d'un travail inter-CEPIAS au niveau national, mais coordonné par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. La mise en production du chapitre 1 est prévue le 10 janvier 2023 et il y a un rétroplanning qui est ensuite fixé pour la mise en production des 7 autres chapitres. Le deuxième devrait arriver début février et au plus tard, début septembre 2023, l'ensemble de l'outil sera mis à disposition des établissements. Je vous remercie. Merci à vous. Je passe la parole à Loïc Philippe. Donc, bonjour, Loïc Philippe, je suis effectivement pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et je vais vous présenter donc les quelques ressources disponibles autour du circuit du médicament qui peuvent être proposées aux ESMS. Donc tout d'abord le groupe médicaments du réseau régional de vigilance et d'appui, du REVA, donc qui a été mis en place début 2022, qui est piloté par l'ARS et qui regroupe donc différentes structures régionales de vigilance et d'appui qui tournent autour du médicament. Alors, l'Omedit Bourgogne-Franche-Comté que je vous présenterai sur la diapo suivante, le RECA que vous avez pu entendre juste avant. Il y a les CRPV, donc les centres régionaux de pharmacovigilance de Bourgogne et Franche-Comté. Il y a également le CEIPA, donc le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance, que je vous présenterai également sur une autre diapositive. Et puis enfin, le CAPTV, donc le centre antipoison et toxicovigilance. Alors, le but de ce groupe médicaments, eh bien, c'est de pouvoir proposer en fait des outils à destination des différents établissements qui tournent autour du circuit du médicament. Et notamment, donc, pour cette première année d'existence, les travaux ont été axés sur la mise en place d'une formation sur l'administration des médicaments qu'on pourra proposer en fait aux établissements médico-sociaux, donc que ce soit PA ou PH, dès 2023. Puisqu'on s'est rendu compte que c'était une source de signaux assez importants qui étaient remontés au niveau de l'ARS. Alors, la formation s'articulera en fait principalement autour d'un diaporama donc, qui avait été construit avant l'arrivée du Covid, mais qui n'avait pas été utilisé. Donc, un support de formation qui servira notamment à différents formateurs qui seront relais dans vos établissements. Et puis, donc, des contenus vidéo et notamment des contenus vidéo sur les effets indésirables et la responsabilisation des acteurs donc, qui seront faits par le CRPV de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, ce qu'on peut proposer aussi au sein de ce groupe pour les établissements, eh bien, ce sont des rétextes en fait, sur les signalements très marquants que nous avons reçus relatifs au circuit du médicament, alors marquants pour deux raisons, soit qui sont d'une gravité très importante, ou alors ils sont relativement récurrents au sein des établissements. Et donc le but, c'est de faire un retour d'expérience qui pourra profiter en fait à tous les établissements ES ou ESMS. Le dernier sur lequel on se propose de faire quelque chose, eh bien, ce sera sur les pompes à morphine, notamment en HAD. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter maintenant l'Omedit de Bourgogne-Franche-Comté, donc l'Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques. Donc, c'est une structure régionale d'appui qui est centrée exclusivement sur les médicaments et les produits de santé et qui repose en fait sur les pharmaciens hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une structure missionnée par l'agence. Elle aide l'agence notamment dans l'accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité et de sécurité. Elle fait également des études médico-économiques, donc comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui touche aux médicaments et produits de santé, dont les dispositifs médicaux. Elle promeut également une politique de bon usage des produits de santé et les bonnes pratiques. À ce titre, justement, elle participe au groupe médicaments pour la formation sur l'administration des médicaments. Et puis, effectivement, on essaie de travailler en complémentarité avec les autres structures régionales d'appui, et notamment au sein du groupe médicaments.
Alors, plus particulièrement auprès des établissements médico-sociaux, donc ce que peut proposer l'Omédit, eh bien, c'est aider à l'analyse des événements indésirables graves, hein, et notamment un appui technique. Nous, on fait appel à l'Omédit principalement sur effectivement des problèmes très techniques plus que sur les processus d'organisation, par exemple l'utilisation de stylos à insuline, pour donner un exemple. L'Omédit peut proposer aussi un appui, un accompagnement sur différents projets, donc dans les établissements médico-sociaux qui tourneraient autour du circuit du médicament. Ils mettent également à disposition des outils, alors soit purement régionaux, hein, ils ont créé des vidéos pédagogiques et mis en place des jeux de cartes sur différentes thématiques comme les anticoagulants par exemple. Et puis au sein du réseau national, hein, qu'on appelle Réseau Médit, eh bien, vous pouvez trouver également différents outils à disposition des établissements. Et puis enfin, donc, ils peuvent proposer aussi des formations donc, sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, donc avec des outils d'analyse, hein, et puis, comme je l'ai dit, sur la formation d'aide à la prise. Enfin, dernière structure d'appui que je vais vous présenter qui tourne sur le circuit du médicament. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance, donc le CEIPA. Donc, c'est une structure qui est compétence géographique, donc Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est basée au CHU de Nancy. Donc, elle touche sur une partie du médicament, hein, l'addictovigilance et aux médicaments, mais pas que. C'est aussi toutes les substances toxiques, drogues notamment. Alors, trois grandes activités que peuvent proposer les CEIPA, dont celui de Nancy. Donc, c'est d'abord une approche individuelle, hein, et personnalisée sur la structure médico-sociale, hein, principalement CARU d'Exapa. Donc, ça peut être une aide au diagnostic et à la gestion de complications médicales, par exemple, hein, liées à l'abus de substances, et puis répondre à des questions très spécifiques sur l'addictovigilance. C'est une ressource incontournable. Ils ont également, là, c'est leur structuration qui veut ça, c'est une activité en fait de veille sanitaire. Donc, ils reçoivent tous les signaux et donc surveillent et investiguent en fait sur l'utilisation de substances psychomédicamenteuses ou non médicamenteuses et les conséquences. D'évaluer donc des risques pour la santé publique liés à la consommation de ces substances et de pouvoir en fait proposer ensuite des réglementations, par exemple, spécifiques. Et puis enfin, ils ont une expertise et un appui en matière d'addictovigilance et d'information donc, sur les substances auprès des établissements de santé principalement, mais aussi des établissements médico-sociaux de son territoire de ressort. Et puis enfin, donc dernier appui que peuvent proposer les CEIP, donc ce sont des activités de formation, d'information, voire de recherche, qui intéressent peut-être moins les établissements médico-sociaux, mais voilà, en termes d'addictovigilance, c'est une ressource incontournable donc qui est basée au CHU de Nancy. Merci beaucoup. En complément de ces différents focus, nous avons aussi contacté les fédérations qui peuvent vous proposer des ressources locales à mobiliser dans notre région. L'URIOPS et NXM ont répondu présent avec différentes offres de services. Pour l'URIOPS, des outils autour de l'appropriation du nouveau référentiel et des accompagnements aux démarches qualité, voire au suivi des démarches qualité. Et pour cela, les contacts sont indiqués sur cette diapositive. Pour Nexem, ils se proposent de vous accompagner en termes d'expertise, conseils, voire téléconseils à partir de leur ligne nationale. Et peuvent également proposer des relais d'information sur ce dispositif d'évaluation, voire une représentation de leurs adhérents à travers la conseillère locale Gwenola Dumont. Sur le champ des établissements personnes en difficulté spécifiques, les fédérations également ont répondu présentes avec une proposition par la Fédération Addiction et une autre par la Fédération Santé Habitat autour des relais auprès de leurs adhérents, la rédaction de synthèse pour la première, et puis, tout comme la deuxième, cette fois-ci davantage autour de la précarité. Donc, on vous laisse leurs coordonnées de manière à ce que vous puissiez reprendre contact avec elles également, puisque ça constitue également des ressources en région qui peuvent vous appuyer dans ces démarches. En région, trois grands interlocuteurs en termes d'orientation. Vos interlocuteurs habituels à la direction de l'autonomie, que ce soit les chargés de mission sur les secteurs personnes âgées, personnes en situation de handicap et leurs managers au niveau des territoires.
Au niveau régional, en cas de besoin, Agnès Blanc se tient également à votre disposition. Et n'oubliez pas, si vous êtes en compétences conjointes, de solliciter également les conseils départementaux dans toutes vos communications. Au niveau de la direction de la santé publique, que ce soit Christelle Joliet au niveau des établissements personnes en difficulté spécifique, Émilie Contant et Corinne Edenmat pour les addictions, Anne Corbia, Nadia Gali pour le parcours précarité, elles seront vos interlocutrices à privilégier pour ces secteurs. Et toujours à la direction de la santé publique, 2 adresses mail génériques pour tout ce qui est déclaration des événements indésirables graves et réclamation, puisque vous savez maintenant que ça fait partie des items dits prioritaires dans cette évaluation. Un dernier chapitre pour ouvrir sur cette journée haute autorité de santé qui arrive sur fin février, début mars, qui va être organisée, pilotée par le CREAI et l'Eureka à la demande de la haute autorité de santé. Nous serons à leur côté en tant qu'agence régionale de santé, mais différents interlocuteurs aussi y seront associés. Nous souhaitions aujourd'hui que les établissements médico-sociaux sous notre compétence puissent avoir un maximum d'informations avant cette date. Mais en tout cas, toutes les questions qui seront encore utiles à poser méritent d'être faites. Et du coup, on vous laisse ici les 2 adresses génériques du CREAI et du RECA pour qui se font relais pour l'organisation de cette journée et qui prendront toutes les remarques utiles pour aller développer voilà, un programme spécifique pour notre région. Donc, des questions voilà, qui seraient restées sans réponse aujourd'hui ou qui surviendront à l'issue de ce webinaire, ou pour ceux qui le regardent en replay, qui surviendront peut-être plus tard. Si vous avez besoin de faire dégager des thématiques nouvelles en région, c'est le moment aussi de pouvoir les faire apparaître ici. Et enfin, si pour ceux qui sont déjà précurseurs, vous voulez faire connaître votre évaluation qui est en cours, vous souhaitez la valoriser, eh bien, nous sommes aussi preneurs de vos propositions. Voilà, on vous remercie de votre attention. On espère avoir répondu à un maximum de questions aujourd'hui. On reste à votre écoute et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci.